merci d'être avec nous sur Move. Il est 8h06 et on va passer les 40 prochaines minutes avec notre invité, c'est Jessé qui est avec nous. Salut à toi. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, toi ça y est, t'es parti. Bonjour, mais je vois un DJ, alors forcément je me dis qu'on est en soirée. Et c'est vrai, mais t'as raison. Après ça dépend comment on se situe, tu vois. Alors bonsoir à toi et bienvenue sur Move. Valentin est aussi à mes côtés. Salut Valentin. Ouais, salut Virginie, salut Jessé. Je te demande pas si t'es bien réveillé, du coup j'ai eu ma réponse. La honte. Bon, ce matin Valentin, on va parler à un humoriste qui a bien failli faire tout un tas d'autres choses. Bah ouais, parce que pour toi Jessé, j'ai l'impression que la scène ça a pas tout de suite été une évidence. T'as grandi près de Dijon, en Bourgogne, dans une famille de maraîchers. Adulte, t'as vite mis un pied dans le milieu artistique, mais on t'a d'abord connu en tant que mannequin il y a une petite dizaine d'années, et puis en tant qu'acteur, quelques petits rôles dans des films à succès comme Les Infidèles de Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Aujourd'hui t'es comédien, humoriste et tu joues un spectacle qui s'appelle Message personnel. On va en parler dans un instant, mais ce qui est marrant, c'est que dans une réalité parallèle, t'aurais pu être steward chez Air France au lieu de jouer ce spectacle. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Mais comment vous êtes au courant de ce genre? On s'est renseigné. J'adore, un vrai travail journalistique. Bah oui, c'était pendant le Covid, en fait, juste avant. J'avais vraiment un gros trou dans ma carrière et je gagnais plus assez d'argent et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et j'avais eu des expériences un peu aussi traumatisantes sur des plateaux de cinéma et j'étais là, je suis pas sûr que j'ai envie de continuer dans ce domaine et je me suis dit j'adore voyager et j'ai pas envie de foutre grand chose, donc je crois que steward c'est pas mal. Et là je vais me prendre vraiment toutes les associations de stewards qui vont me lancer des plateaux à la figure. Évidemment. Et je me suis dit, j'avais un pote chez Air France et il m'a dit mais attends, il sélectionne là, il y a des gens et c'était vraiment juste avant le Covid. Et donc je passe le premier entretien et tout. Oui, carrément. Et, ouais. mais oui. Et je suis pris et la Covid. 3 semaines après, Ah oui, d'accord. Covid. Et donc d'avion. il supprime tous les recrutements et en fait ça ne s'est jamais fait et pendant le Covid j'ai écrit mon spectacle. Ouais. C'est peut-être un mal pour un bien, tu vois. Ouais, pas de regret du coup. Bah non, aucun regret. Jessé, on est très content que tu sois avec nous ce matin. Tu viens nous parler de ton spectacle qui s'appelle Message personnel, que tu joues donc en ce moment. C'est tous les jeudis et vendredis au Petit Palais des Glaces à Paris. Puis après, tu vas partir en tournée partout en France. Alors, on le disait tout à l'heure, Valentin le disait, on t'a pas découvert en tant qu'humoriste, mais d'abord en tant que mannequin et acteur. Et si j'ai bien compris, donc c'est pendant le confinement, tu t'es dit ah ouais, raconter ma vie, ça peut être drôle en fait. Exactement. Au début, c'est vraiment venu d'une volonté de te donner ton propre travail et de pas être dépendant de la volonté d'autres personnes, comme des directeurs de casting ou des réalisateurs. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter? Et je crois que l'exercice, en tout cas le plus simple pour moi, c'était de me raconter, de raconter les événements qui m'ont traversé, de raconter qui je suis, de me présenter. Et je crois que un premier spectacle, c'est un bon exercice pour un peu prendre rendez-vous avec les gens et leur expliquer qui je suis. Et après, je me suis dit, tiens, on va essayer de mettre de l'humour. Et je crois que c'est comme ça que je me suis lancé. Mais il y a eu des éléments extérieurs, non? C'est pas toi, de toi-même, qui t'es dit ma vie est drôle. C'est des gens qui te l'ont fait ressentir, non? Oui. En fait, j'ai toujours été celui qui fait rire à l'école, qui a des mots dans le carnet en tant que trublion. Et il est beaucoup trop tôt pour utiliser le mot trublion. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction. Et surtout, je me suis dit, au début, j'avais écrit un spectacle qui n'était pas si drôle. Et plus j'ai connu la scène, plus j'ai connu les premiers rires, plus je les ai poussés, plus je suis allé les chercher, et plus j'ai fait le zouave. Synonyme de trublion. Tu disais, premier spectacle, c'est aussi pour se présenter. Tu expliques que tu as biné des carottes de tes 8 à tes 18 ans. Tu viens d'une famille agricole de maraîchers. Est-ce qu'il y a un monde où Jessé n'est ni mannequin, ni acteur, ni humoriste, mais agriculteur? Alors, malheureusement, et je crois que tous mes cousins seront d'accord avec moi, personne n'est agriculteur dans la nouvelle génération. Ah ouais? Ouais, c'est terrible, mais c'est un métier si dur. Moi, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mes grands-parents se casser le dos, se casser la vie. C'est un métier de passion, c'est un métier où tu te lèves très tôt, tu es dépendant des saisons, où tu pars très peu en vacances. Et je crois que vraiment dans les cousins et dans la famille, dans la nouvelle génération, personne va reprendre cette ferme. Et tant mieux, parce que je crois que c'est des gens passionnés qui vont la reprendre et qui vont faire perdurer les terres et le maraîchage. Et aussi, c'est un métier où tu dois vraiment
de passion. Je crois que si tu n'es pas avec cette passion, surtout pour le bio, surtout pour trouver toujours des méthodes nouvelles avec des nouveaux légumes, des nouvelles façons de les faire pousser, toujours plus écolo. Et je crois que j'avais pas cette passion. C'est difficile de faire rire les carottes et les haricots, donc je préfère le public humain. Donc tu comprends un peu aujourd'hui tous les problèmes sociaux, la grogne qu'il peut y avoir du côté des agriculteurs, parce que tu l'as connu en fait. Bien sûr. Ouais, nous on a fait la transition dans le bio dans les années 2000, donc c'était vraiment avant tout le monde et ça a été un vrai pari avec des coûts. Et au début personne n'y croyait parce que le bio c'était très très cher et vraiment personne ne mangeait bio, c'était vraiment une lubie. Et aujourd'hui, 20 ans après, 24 ans après, on a ce recul et on se rend compte que les gens adorent et que c'est pas forcément cher le bio si tu fais du maraîchage directement à la ferme. Nous on a un marché directement, donc qui va directement des champs sur la table des gens et les gens ils arrivent et c'est beaucoup moins cher que dans les réseaux de grande surface et c'est de meilleure qualité. Et toi du coup tu as gardé ces habitudes là aujourd'hui, le fait d'avoir grandi là-dedans ça fait qu'aujourd'hui tu peux pas envisager faire autrement? Ma mère adorerait que je te réponde oui. Et je crois qu'elle nous écoute et elle va m'entendre mentir. Attention à ta réponse. Et donc j'ai envie de dire oui bien sûr je mange uniquement bio. La réalité fait qu'à Paris c'est quand même encore extrêmement cher et ma mère pendant très longtemps et encore récemment me faisait une valise tous les mois qu'elle m'emmène à Paris de légumes, donc une valise qui n'a vraiment plus aucune forme humaine et plein de terre avec des carottes, des patates, des betteraves, de légumes. des poireaux. Terrible de voyager de voyager avec des poireaux dans sa valise, ça pue dans tout le wagon. Ma mère on en a rien à faire et voilà. Et donc j'ai eu longtemps ces légumes là. Ma mère vient moins à Paris, donc maintenant j'ai moins ce ravitaillement, donc je suis obligé d'aller comme tout le monde chez Franprix ou à la Vie Claire quand j'ai eu un gros cachet et voilà, et je me fais des petites soupes et je me fais des petits légumes. Parce que dans le spectacle tu dis que t'as jamais acheté de légumes de ta vie, mais du coup oui j'ai poussé un peu le truc. Si on doit mettre le doigt sur tous les petits manchons du spectacle. Et ta grand-mère, elle avait la main un peu lourde sur le glyphosate, c'est ce que tu dis sur scène. Oui. Est-ce que ça fait partie un peu des choses qui ont fait que ta famille, ils ont changé? Et toi, tu t'es dit, tiens, ça c'est un petit ressort comique aussi qui peut être drôle, sur lequel je peux jouer, quoi. Je crois, je parle pour la génération de nos grands-parents de l'après-guerre, on avait besoin de produire, tout simplement. On avait besoin que les champs aient un fort rendement pour pouvoir nourrir la population et pour pouvoir se nourrir soi-même et sa famille. Et les pesticides et l'agroalimentaire étaient devenus une sorte d'Eldorado. C'était génial. On avait besoin de moins de travailler et on avait plus de rendement. Et donc mes grands-parents ont fait partie de cette génération-là du un peu tout pesticide qui a été à un moment donné une solution et je crois que mon oncle et ma tante ont voulu sortir de ça pour une production plus raisonnée, non seulement pour l'environnement mais aussi pour la famille, parce que j'ai un cousin qui est tombé malade et je crois que c'était vraiment une nécessité plus qu'une envie. C'était vraiment un mélange des deux. Si vous venez de nous rejoindre, on est avec GC ce matin. Tu es venu nous faire découvrir ton spectacle qui s'appelle Message personnel, que tu joues donc en ce moment au Palais des Glaces à Paris tous les jeudis, vendredis. Un spectacle dans lequel tu parles de ton enfance dans une famille d'agriculteurs, on le disait, mais aussi donc de ta sexualité, ton homosexualité plus précisément. Et d'ailleurs, tu dis un truc assez marrant dans le spectacle, qu'au départ, tu pensais que tu étais devenu homosexuel à cause des pesticides. C'est une vanne ou c'est une vraie histoire, ça? Non, c'est une vraie histoire où, en fait, mon cousin, donc, comme je disais, a eu une malformation de naissance, on suppose, à cause des pesticides, on le saura jamais vraiment. Et marqué de cette histoire, moi, en grandissant, en primaire, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai une malformation parce que j'aime les garçons. Donc, c'est vraiment à cause des pesticides, en fait. Et après, j'ai grandi que non. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Mais ouais, pendant une période de primaire, je me suis dit ça. Attention, parce que ça se trouve, il y a des théories complotistes sur le fait que c'est lié. En fait, c'est Monsanto qui crée des homos partout. N'écoutez pas. Moi, ce que j'ai trouvé cool dans ce spectacle, c'est que tu parles de ton homosexualité, mais en fait, tu parles de sexualité en général. Il y a un truc qui est hyper universel, je trouve. Tu sais, la vanne des cheveux sales, il y a plein de trucs dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Est-ce que tu avais cette intention de base un peu de faire des vannes qui soient les plus fédératrices possibles? Oui. La ligne directrice que je me suis donnée avec ce spectacle, ça a toujours été de partir du personnel pour en faire de l'universel. J'avais pas du tout envie de parler de mon petit cas pour parler de mon petit cas, j'ai envie de parler de moi pour que ça parle aux autres. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire avec la sexualité,
de dire que moi, en effet, mon expérience de la sexualité, elle est une sexualité homo, mais je crois que la sexualité homo peut se retrouver dans la sexualité hétéro et la sexualité bi et pan et tout ce que tu veux à côté. Pas envie d'être cancel. Et aussi, je crois, dans mon expérience familiale, de pas connaître mon géniteur, ce qui est une expérience personnelle, j'avais envie de le donner aux gens en disant c'est pas parce qu'on n'a pas été élevé par des gens qui ont mis la petite graine, c'est ce que je dis, que on n'a pas été élevé par ses parents. Et je crois que ça, c'est une expérience qu'on peut retrouver un peu universelle. Ouais. Et est-ce que le fait de parler de sexualité, etc. sur scène, ça crée parfois des interactions un peu gênantes avec des gens du public qui se permettent des choses, qui t'envoient des DM ou des trucs un peu chelous? Eh ben, c'est trop marrant que tu poses cette question. Parce qu'il y a pas longtemps, je me suis putain, mais je reçois jamais de dick pic, je suis trop deg. Mais je me suis vraiment dit ça. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe et tout, parce que quand même, je tends la perche. Oui, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis un réglage, mais qui est un réglage automatique. On peut pas m'envoyer de photos si je suis pas ami avec toi. Faut que je change ça. C'est ce que j'allais dire. Tu l'as relevé ce réglage. Bien sûr. Toutes ces années perdues. Ouais. T'étais aussi à Montreux là en début d'année. Et sous les commentaires, moi je regardais un petit peu les commentaires et j'ai vu il y a Christelle Roussel 3552. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit que t'étais une sorte de Blanche Gardien version gay. Est-ce que t'apprécies cette comparaison? Bah déjà je suis hétéro donc non en fait. Mais bah bien sûr, je pense que pour moi c'est vraiment ma maître à penser. J'ai vraiment moi j'ai une trinité de l'humour, c'est Anna Gatsby, Blanche Gardin et Laura Felpin. Que des femmes. Que des femmes parce que c'est les meilleures et j'espère un jour atteindre leur cheville. Mais plus on me compare à ces gens-là et plus je suis heureux. J'adore aussi Eli Kaku infiniment et je crois que plus on aura cet humour et plus les gens iront dans les salles de spectacle. Ouais. Quand je lisais un petit peu les articles sur le spectacle, les critiques, j'ai lu, je sais plus si c'était un article de Télérama, je crois, qui disait que c'était cru mais pas vulgaire. Toi, quelle limite tu mets entre les deux? Quelle distinction tu fais entre les deux? Bah, moi, je pense qu'on peut aborder les choses de manière frontale, sans que les gens soient gênés et sans que les gens se disent oh là là, où j'ai mis les pieds. Et je crois que c'est très important de nommer et c'est très important d'appeler un chat, un chien, un chien et de pas tourner autour du pot. Mais je crois que dès qu'on utilise le cru, ça doit être, il doit y avoir un but. Ça doit pas être gratuit. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le spectacle. C'est à chaque fois qu'il y a une vanne de cul ou qu'il y a une vanne sexuelle, elle sert un propos. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Dans la vie, j'adore faire des vannes de cul et j'ai voulu que ce spectacle me ressemble. Donc, je me suis dit, attends, on va pas non plus les enrober, on va les donner telles quelles. Oui, il y en a, mais elles sont pas gratuites et graveleuses. C'est ce que j'ai essayé, en tout cas. Merci de le dire, je suis très content. Et avec GC, on parle de ton spectacle Message personnel sur l'affiche. Ouh là là, il y a beaucoup de verres. Et tu sais qu'on dit souvent que le verre, ça porte malheur. Ça, t'es pas trop superstitieux, toi, hein? Non, écoute, peut-être que c'est de l'inconscience, mais mais c'est un joli verre. Bah, c'est le verre mauve. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peu, tu vois. Ouais. Et c'est un verre sauge. C'est une des couleurs préférées de ma mère. Je sais pas si elle me l'a piqué ou si c'est moi qui lui ai piqué. Elle dira l'inverse évidemment. Mais en tout cas, c'est un verre qui était dans mon salon. Et quand j'ai fait des tests pour trouver une affiche, je me suis mis dans mon salon et quelqu'un m'a pris en photo devant ce mur. Et je me suis dit attends, ce serait trop marrant si j'avais un costume du même vert que derrière le mur et ainsi de suite. Mais ce que je raconte, c'est que si le mur avait été jaune, l'affiche serait jaune. Hein. Il n'y a aucune volonté de faire un pied de nez au milieu du théâtre. Il y avait 10% sur le pot de peinture, quoi. Exactement. C'est vraiment une histoire de promotion en plus. Exactement. Dans le spectacle, tu parles aussi un peu de harcèlement. Ce harcèlement, il est arrivé quand tu étais au collège, surtout. Non, primaire, primaire, pendant ta scolarité. Dans ta famille, par contre, ça n'a pas été trop un souci, quoi, c'est ça? Non, j'ai jamais été harcelé dans la cellule familiale, même pas du tout. Non, ça a été uniquement dans la cour de récré, dans la classe, à l'école, sur le chemin pour revenir chez moi. Mais comme beaucoup de gens, il me semble, moi j'ai grandi dans les années 90-2000 et le harcèlement scolaire n'était pas du tout un sujet. On parlait plutôt des enfants. Oh oui, il faut que Jeunette se passe, ou les enfants ils sont un peu durs entre eux. Mais en tout cas, c'était pas du tout une cause nationale. Et je suis content qu'aujourd'hui, en tout cas, il y ait des levées de fonds pour que ça s'arrête, qu'il y ait des levées de voix également, même si c'est un phénomène qui continue encore aujourd'hui.
Et toi, tu essaies de développer un peu des subterfuges. Tu dis dans le spectacle que tu changeais ta voix pour qu'elle soit plus grave, tu faisais un peu le bonhomme, tu sais. Ouais. Est-ce que ça faisait un peu l'illusion? Écoute, ce truc de la voix grave, c'est un truc qui m'est resté pendant très longtemps et que j'ai encore comme réflexe quand je me sens agressé. Je sais pas ça donne quoi pour voir? Ouais, je t'ai cru quoi, toi? Baisse bien les yeux, le malade celui-là. Ça marche. Ouais, parle pas Franchement, avec moi. Et, j'oserais et je sais pas si ça marche, mais en tout cas, je sais pas. J'ai l'impression que plus on se virilise et moins on est embêté dans l'espace public. En tout cas, c'est les traumas avec lesquels j'ai grandi en étant harcelé parce que trop féminin. Et des fois, ça me fait de la peine parce que je me rends compte que j'ai pas trop avancé quand je reprends cette grosse voix. Et je me dis que ça prend du temps d'enlever les couches de traumatisme qu'on a construit enfant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un moment où tu as arrêté, où tu es devenu 100% toi-même, ou est-ce que ça peut toujours revenir Et en fait, c'est sur scène que je suis 100% moi-même. Okay. C'est après un travail de longue haleine sur ce spectacle où au début je montais sur scène avec des couches, avec une armure. Donc les gens qui me connaissaient très bien me disaient le spectacle est bien, mais c'est pas toi. Tu joues un rôle. Et en fait, j'étais sur scène comme je suis quand je suis agressé. Je prenais une grosse voix. Je voulais pas qu'on m'attaque. Je voulais pas que les gens à la sortie du spectacle se disent, dis donc, il fait vachement pédé. Tu sais, j'avais ce truc ancré en moi très profond. Et j'ai dû enlever toutes les couches. Et en fait, vous ne me verrez jamais aujourd'hui aussi naturel que quand je suis sur scène. Vraiment, quand je suis sur scène, je suis une version de moi à 150%, quoi. Et d'ailleurs, sur scène, il y a aussi des moments qui sont moins drôles, où tu fais volontairement pas de vannes. Des moments où on se prend pas mal de vannes et juste après il y a des messages un peu plus sérieux justement, notamment sur le harcèlement. Oui, j'aime bien dans l'humour prendre ses virages, c'est ce que fait divinement bien Anna Gatsby. J'aime quand on fait passer des messages enrobés d'humour, mais que le cœur du bonbon, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle, et c'est là où on va adresser des vraies choses, parce que je suis persuadé que quand on met les pieds dans une salle de théâtre, on a envie d'apprendre des choses, on a envie d'en ressortir avec une petite part d'humanité en plus, et c'est ce que j'essaye de faire à la fois dans le rire mais à la fois dans les passages que j'ai choisis sérieux. C'est pour ça que tu dis souvent que c'est un spectacle d'humour et pas un one man show comme on peut entendre, parce que c'est pas non plus un enchaînement de blagues pendant 2 heures, quoi. Non, c'est vraiment un spectacle où il y a des passages qui vont vraiment être sérieux, et je l'ai pensé comme un spectacle, je l'ai pensé comme pas comme du stand-up, ça s'en rapproche, et on a beaucoup de mal à définir ce qu'est cette chose que j'ai créée, qui est peut-être juste de la merde, hein, mais en tout cas stand-up, one man, on a trouvé que spectacle d'humour, ça pouvait résumer tout ça. En tout cas, on vous conseille fortement donc d'aller voir GC sur scène. Le spectacle s'appelle Message personnel et tu es donc au Palais des Glaces à Paris tous les jeudis et vendredis. Alors ce sera jusqu'en mars, c'est ça? Oui, on a prolongé. Et voilà, c'est ça, parce que tout à l'heure j'ai dit janvier, mais en fait non, c'est jusqu'en mars. Et partout en France ensuite, donc tu seras en tournée. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Puis tu auras aussi peut-être Mortel Raclette qui arrive sur Canal, peut-être un petit mot. Merci ma puce de relancer ça. C'est vrai, c'est ton autre actualité. Oui, le film de Noël de Canal+, sorti le 25 décembre. Ouais, t'as vu la bande-annonce? Tu peux nous le pitcher là en 2-3 phrases. Du fromage, du cul et une épilation de cif complète. C'est tout ce dont on avait besoin. Le film s'appelle Mortel Raclette et ça arrive aussi sur Canal. Merci, Jessé. Et à bientôt.